Bonsoir, quatrième jour de grève lancé par l'intercentrale syndicale. Le président de l'Assemblée nationale s'entretient avec les syndicats. Vous saurez tout dans cette édition. Comment fonctionnent les cantines scolaires à l'Elouma? Une visite de terrain ce jeudi et un constat positif. Ces cantines encouragent la scolarisation des jeunes filles. La dépouille du 7e soldat guinéen tué à Kidal devait être à Conakry. Demain, journée funèbre pour rendre un dernier hommage à ces martyrs. Voilà pour les titres. Bonsoir. Tout d'abord, le Conseil ordinaire des ministres. Il s'est tenu ce jeudi à Sékou Touréa, présidé par le professeur Alpha Condé. 4 points étaient à l'ordre du jour. Sans commentaire, je vous propose de suivre le compte-rendu de cette rencontre. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le président de la République a rappelé au gouvernement la nécessité d'améliorer la communication dans la phase préparatoire des actions impactant significativement les populations. Le président de la République a invité les ministres concernés à entreprendre des mesures drastiques de sécurisation des recettes de l'État, notamment au niveau des entités publiques et mixtes générant des ressources. Le chef de l'État a demandé au ministre en charge du secteur éducatif d'assurer un déploiement régulier d'enseignants dans les écoles des localités qui en sont dépourvues. Au titre des comptes rendus, le Conseil a écouté les ministres des Affaires étrangères, le ministre des Travaux publics, le ministre de la Fonction publique et celui de l'administration du territoire sur plusieurs questions concernant leur département. Sous la haute présidence de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 18 février 2016 de 10h à 12h autour de l'ordre du jour suivant. 1. Message de son Excellence Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenu les 9 et 16 février 2016. 3. Décisions. 4. Divers. Au titre de l'examen de texte, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fait une présentation du projet de décret portant changement d'appellation de l'Institut Pasteur de Guinée. Le ministre a loué le dynamisme de la coopération française qui a permis le financement et l'ouverture d'un Institut Pasteur en Guinée. Puis, les efforts de cet institut dans la lutte contre Ebola et la recherche médicale. Il a rappelé l'engagement des plus hautes autorités des deux pays pour réaliser un Institut Pasteur à Conakry et pérenniser la dénomination de la fondation privée en vue de son intégration au réseau international des instituts Pasteur. Le ministre a rappelé ensuite l'investissement de 15 millions de dollars de la Fédération de Russie pour la réalisation à l'Institut Pasteur de Guinée à Kindia d'un centre de recherche en épidémiologie, microbiologie et de soins médicaux. Il a souligné le risque de confusion résultant entre autres de la similitude des deux dénominations, Institut Pasteur Guinée à Kindia, Institut Pasteur de Guinée à Conakry. La non-appartenance de l'Institut Pasteur de Guinée à Kindia au réseau international des instituts Pasteur nécessite que l'institution de Kindia soit rebaptisée en Institut de recherche en biologie de Kindia, IRBAD. Au titre de la communication, le ministre de la Santé a fait une communication relative à la situation des hôpitaux de Donka et de Matoto. S'agissant de l'hôpital national Donka, le ministre a indiqué que les entreprises contractantes ont pris l'engagement de prendre toutes les dispositions afin que le gros œuvre soit terminé avant la période des pluies. Le ministre a indiqué que les entreprises ont promis d'accélérer le rythme des travaux d'aménagement du camp Kamayenne pour permettre au déménagement rapide de ces services restants. Le ministre a donné des indications sur le redéploiement des services de l'hôpital national Donka pendant la durée des travaux de rénovation et d'extension. À l'issue des débats sur les différentes questions soulevées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Madame la ministre des Travaux publics a invité à amender le dossier en tenant compte des observations faites lors des discussions et à se rapprocher de ses homologues en charge des finances, du plan et du budget pour explorer d'autres sources de financement. 2. Madame la ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger est invitée à travailler avec les ministres en charge des télécommunications, de la coopération et des finances pour élaborer une stratégie permettant à la Guinée de disposer de commissaires au niveau de l'Union africaine ou de représentants dans d'autres institutions internationales.
Il lui est également demandé de définir des mécanismes pour accéder à des ressources extérieures. 3. Le programme transitoire de gestion de déchets solides est approuvé sous réserve de l'assistance de professionnels en la matière et l'élaboration de cahiers de charges pour le programme à moyen terme avant la fin de la période transitoire. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation est invité à intégrer dans le schéma de mise en œuvre de la période transitoire le suivi et le contrôle par une structure spécialisée des ressources allouées par l'État. Il lui est également demandé d'explorer à travers la ministre en charge du plan la possibilité d'appui de nos partenaires techniques ou l'implication du secteur privé dans la réalisation du programme. 4. Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration est invité à soumettre les dossiers à la commission d'arbitrage sous la présidence du Premier ministre. Le ministre de la Santé est invité à organiser régulièrement des points de presse sur les mesures alternatives à l'indisponibilité de l'hôpital d'Onka et une large communication dans nos langues nationales à l'attention des populations. Avant de lever la séance, le chef de l'État a donné de larges informations sur la situation nationale et africaine. Le redéploiement du personnel sanitaire de l'hôpital national d'Onka abordé donc au cours de ce Conseil des ministres. On en vient à ce décret, le numéro 040, portant instituant un régime d'irrecevabilité de la demande de licence de pêche et de refus d'octroi de la licence de pêche. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. La demande de licence de pêche n'est pas recevable lorsqu'elle est présentée en faveur d'un navire pris en infraction aux dispositions du Code de la pêche maritime et des textes pris pour son application et dont l'amende n'a pas été intégralement honorée. Article 2. La licence de pêche ne peut être octroyée à une entreprise d'armement à la pêche, à une entreprise consignataire, à une entreprise d'affrètement ou à une entreprise subrécargue qui n'a pas honoré l'intégralité de l'amende prononcée à l'encontre d'un de ces navires, quel que soit le mode d'exploitation du dit navire pris en infraction aux dispositions du Code de la pêche maritime et des textes pris pour son application. Article 3. La licence de pêche ne peut être octroyée à une entreprise d'armement à la pêche, à une entreprise consignataire, à une entreprise d'affrètement de navires ou à une entreprise subrécargue dont l'un des navires a été identifié comme pratiquant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Article 4. Les dispositions du présent décret sont applicables à tous les navires en activité de pêche à l'intérieur des limites des zones maritimes relevant de la souveraineté, des droits souverains ou de la juridiction de la République de Guinée, ainsi qu'aux navires de pavillon guinéen menant des activités de pêche à l'intérieur des limites des zones maritimes relevant d'États tiers ou en haute mer. Article 5. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera publié au journal officiel de la République, comme écrit le 18 février, professeur Alpha Condé. Ce matin, l'intercentrale syndicale a été reçue par le président de l'Assemblée nationale. Les entretiens ont porté sur le mot d'ordre de grève lancé par les syndicats. L'honorable Kondianou voulait surtout s'enquérir de l'état d'avancement des négociations. Robert Siditonnou a recueilli quelques propos de cette rencontre à huis clos. Suivez. Les négociations se sont passées dans une atmosphère très conviviale et je peux vous assurer que la situation a positivement évolué. La situation a fortement évolué dans le sens de la positivité. Et à cet effet, dès demain, nous invitons l'ensemble de nos travailleurs pour une très grande assemblée générale de restitution des acquis que nous avons obtenus avec la garantie de l'Assemblée nationale de notre pays. L'ensemble des points de revendication ont été appréciés et satisfaits dans leur ensemble. Donc nous vous donnons du détail à nos mandants demain en assemblée générale qui sera convoquée à partir de 11 h. Et ce communiqué conjoint du haut commandement de la gendarmerie nationale et la direction générale de la police
Un communiqué qui va être rendu en studio par le général Ibrahima Baldé. Bonsoir général. Bonsoir. On écoute la teneur de ce communiqué. Communiqué conjoint du Haut Commandement de la Gendarmerie nationale et de la Direction générale de la police nationale. Il a été constaté que des barrages non conventionnels sont érigés en certains endroits du territoire national, entravant ainsi la libre circulation des personnes et des biens. Nous tenons à informer les usagers de la route que tous ces barrages non conventionnels sont formellement supprimés et interdits. Cependant, dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire et des nécessités de sécurité intérieure, des barrages conventionnels aux frontières et à certains points stratégiques à l'intérieur du territoire national seront maintenus. Toutefois, des instructions fermes ont été données aux responsables des forces de défense et de sécurité pour veiller et réprimer tout contrevenant et auteur d'abus et de tracasseries contre les usagers de la route. À cet effet, des numéros verts sont mis à la disposition des citoyens pour leur permettre de dénoncer directement aux autorités de la police et de la gendarmerie les abus et tracasseries dont ils sont victimes. Ce sont les numéros 122 et 624 168 292 pour la gendarmerie nationale, les numéros 117 et 622 903 202 pour la police nationale. Les autorités de la police et de la gendarmerie sont chargées de l'application stricte et immédiate du présent communiqué conjoint sur toute l'étendue du territoire national. Pour la police nationale, le directeur général Bangali Kourouma, et pour la gendarmerie nationale, le haut commandant de la gendarmerie nationale, général Baldé Ibrahima. Je vous remercie. Merci beaucoup, Général. On enchaîne avec ce communiqué de l'Assemblée nationale suite à la rencontre ce jour, 18 février 2016, entre les membres du bureau de l'Assemblée nationale, les représentants des centrales syndicales CNTG et USTG, après de larges exposés de la situation par les centrales syndicales et une analyse approfondie par les honorables députés. Les membres du bureau de l'Assemblée nationale ont regretté que suite à des incompréhensions entre les membres du gouvernement et l'intercentrale CNTG-USTG, l'on soit arrivé à la situation actuelle. Les membres du bureau de l'Assemblée ont souhaité une suspension provisoire de l'avis de grève afin de permettre un examen et une analyse objective et approfondie de la situation. Les centrales syndicales estiment que cet arrêt provisoire de l'avis de grève ne pourrait intervenir que si elles sont assurées de la suppression de tous les barrages non conventionnels, qu'aucune arrestation ne sera opérée pour fait de grève, qu'aucune rétention sur salaire pour fait de grève ne soit pratiquée dans les secteurs publics, quant au cas du secteur privé, qu'une négociation avec le patronat décide de l'issue. Par ailleurs, les syndicats ont demandé que même si le prix du baril revenait à la hausse, le prix du litre à la pompe en Guinée continuera à être maintenu au prix de 8 000 francs guinéens jusqu'en décembre 2016. Cependant, si la baisse actuelle continue, le gouvernement et le syndicat conviendraient du prix du baril à appliquer à la pompe après la 6e et la 7e revue avec le Fonds monétaire international. S'agissant des points de la plateforme revendicative, l'Assemblée s'engage à inscrire dans la loi des finances rectificatives tous les points à incidence financière, notamment la grille salariale, les primes non encore payées prévues par les statuts particuliers de l'éducation et de la santé, les budgets de fonctionnement des deux institutions de protection sociale de la fonction publique. L'Assemblée s'engage à accélérer la mise en exécution de tous les autres points. Pour sa part, l'intercentrale syndicale CNTG-USTG invite tous les travailleuses et travailleurs à une assemblée générale qui aura lieu le vendredi 19 février 2016 à 10 h à la Bourse de Travail. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Comment stabiliser le franc guinéen face au dollar, à l'euro et au CFA? Le sujet a été débattu aujourd'hui. Le ministre d'État, Dr Ibrahima Kassouri Fofana, a rencontré plusieurs opérateurs économiques des mines et de l'agriculture. Le point avec Ibrahima Keita.
Cette rencontre porte sur les mesures prises par le gouvernement concernant le marché d'échange. D'entrée, le ministre d'État chargé de l'investissement et du partenariat public-privé a mis l'accent sur la nécessité d'améliorer les conditions d'acquisition de la devise. Pour y arriver, Ibrahima Kassouri Fofana, vu les besoins de plus en plus croissants du pays en devise, a mis l'accent sur la transparence en matière de l'offre et de la demande. Il a aussi insisté sur le rapatriement de la devise en matière d'exportation des produits guinéens. Dès lors, il s'agit d'avoir un secteur privé fort, capable d'accompagner le gouvernement dans l'optique de la stabilisation de la monnaie nationale. À travers cette démarche, le gouvernement veut aller vite et bien avec le secteur privé en tant que premier partenaire et les opérateurs économiques se disent confiants. Nous sommes rassurés. Aujourd'hui, la psychose va disparaître et je crois que dans les jours à venir, nous verrons que la monnaie va baisser et la ménagère, le panier de la ménagère sera allégé. La Guinée ne peut pas avoir laissé le dollar est toujours monté. Nous, on va décider de faire baisser le dollar jusqu'à 7 000. Quand le dollar a baissé de 7 000, la Guinée va marcher bien. Je l'ai expliqué. Il m'a mis seulement en compte avec le ministre de budget et le ministère des Mines, est-ce qu'on prend avec Banque centrale. Donc c'est ça qu'on a arrêté et trouver une solution, comment les devises vont descendre. Dans cette logique, il s'agit de stabiliser la monnaie guinéenne face à la devise. La présente rencontre est donc un signe d'espoir. L'espoir est permis et je pense que je ne suis pas le seul à le dire. Vous avez dû certainement écouter certains du secteur privé. Eux-mêmes, ils sont motivés et encouragés. Et ce que nous pouvons dire, c'est de rassurer les uns et les autres. Nous allons tout faire pour juguler la spéculation qu'il y a aujourd'hui, surtout autour de la devise. Donc, et je crois que c'est l'objectif d'urgence du moment et nous allons y arriver. Un engagement de part et d'autre qui répond aux soucis du chef de l'État. Le chef de l'État soucié du dynamisme à mettre en place pour donner plus de crédit à notre secteur privé nous a instruit de se réunir avec l'ensemble des exportateurs de nos produits agricoles et aussi des produits miniers pour voir comment ce secteur ou bien ces secteurs peuvent participer réellement à l'économie nationale, surtout à faire en sorte que notre banque ait de la devise pour pouvoir stabiliser notre économie. Et vous avez actuellement, il y a la fluctuation de la devise, mais avec l'organisation à mettre en place dans ces filières d'exportation des produits agricoles, de l'orpaillage et autres, on pourrait, avec beaucoup d'engagement, parvenir à stabiliser notre devise. À rappeler que cette rencontre est le point de départ de la mise en œuvre des décisions de la rencontre que le président de la République, professeur Alpha Condé, a eue le samedi dernier avec les opérateurs économiques du pays. Et pour rendre forte la monnaie en fer, un outil de relance économique, des mesures exceptionnelles sont envisagées. Sur le plateau de l'entretien de Coloma, aujourd'hui, le gouverneur de la Banque centrale revient sur l'essentiel des réformes à mener. Au micro de Aboubacar Kababa. Suivez. Je pense que c'est réglé. La parité est extrêmement importante, la stabilité l'est tout aussi. On va vers la stabilité, surtout avec les mesures que le président de la République, le professeur Alpha Condé, a déclinées le samedi avec les opérateurs, la réorganisation de la filière or pour approvisionner le compartiment parallèle du marché d'échange. Et la filière pêche aussi qui va être bien sûr mise à contribution pour que, effectivement, très rapidement, nous puissions engranger les devises résultant de l'exportation de ces produits. Et le but, l'objectif économique de toute exportation, c'est de procurer des devises. Donc, mieux c'est organisé, le plus c'est organisé, le mieux ça vaut. Donc, toutes ces mesures-là sont en cours, sans compter, bien sûr, ce qui doit être fait en profondeur dans l'économie pour soutenir ce mouvement-là en termes d'investissement, de gros investissements qui s'annoncent avec la fin de la crise sanitaire qui nous a tant fait de mal, qui nous a littéralement sinistrés. Ce n'était pas un miracle qu'il fallait faire, c'était une gageure. Je pense quand même que ce qui a été fait tient de la gageure et c'est tout au mérite du gouvernement du professeur Alpha Condé.
L'intégralité de cet entretien à suivre tout à l'heure à 21h45 précisément. Hier, des membres du groupe Expertise France ont été reçus par le Premier ministre guinéen. À la une des entretiens, le point sur les laboratoires mobiles réalisés en Guinée par ce réseau. Une promesse ferme a été faite, celle d'accompagner Conakry dans la mise en pratique de certains programmes. Adi Camara. C'est un cadre créé pour la restitution des évaluations des laboratoires guinéens réalisés par le projet L'Abnet d'Expertise France. C'est un réseau de laboratoires pour une surveillance des pathogènes prioritaires. Nous avons tous bien vu lors de la crise Ebola à quel point le laboratoire est un élément critique du système de santé en général et de sa capacité à réagir et à riposter aux crises épidémiques en particulier. Il était donc essentiel, voire vital, pour la République de Guinée de faire un état des lieux objectif et lucide de son réseau de laboratoires afin de permettre une mise à niveau et un renforcement adapté, coordonné et cohérent. Le but du jeu, c'est quoi? C'est de permettre aux autorités guinéennes d'avoir une cartographie aussi claire que possible qui leur permette dans la phase d'après Ebola de guider leurs choix et de prendre les décisions de la manière la plus judicieuse possible avec la meilleure allocation des ressources pour que la Guinée puisse faire partie efficacement dans son intérêt et dans l'intérêt régional d'un vrai réseau de laboratoires. C'est un projet qui vise à renforcer les capacités de surveillance et de diagnostic des épidémies en Guinée par la mise en réseau des laboratoires nationaux. Ce projet témoigne que la France, à travers Expertise France, accorde au renforcement des laboratoires. Expertise France tient sa promesse de contribuer au renforcement des capacités des laboratoires en Guinée. C'est le début d'une collaboration que nous soutiendrons avec force. Je suis sûr qu'Expertise France sera un partenaire à la hauteur de nos ambitions. Dans la nouvelle structuration des universités que nous voulons mettre en place, nous voulons intégrer les centres de recherche et les laboratoires au sein des universités, comme cela se fait ailleurs. Et nous comptons énormément sur l'appui de nos partenaires techniques, de nos partenaires au développement, pour nous aider à améliorer nos capacités en matière de recherche. Le gouvernement rassure de mettre tout en œuvre pour la viabilisation de ce projet afin de moderniser le système sanitaire guinéen. L'initiative de faire un état des lieux de nos capacités en matière de recherche, notamment les causes conduisant à ces épidémies, est une initiative salutaire. Expertise France participe à la politique de coopération, d'aide au développement et d'influence économique de la France, tout en construisant des politiques publiques qui répondent à leurs défis institutionnels, économiques, démographiques, sociaux et environnementaux. Macenta, Plan Guinée lance une opération de relance économique post-Ebola. Elle sera financée par l'Union européenne et concerne les ménages qui ont été touchés par l'épidémie. Un appui aux orphelins d'Ebola est prévu dans le cadre d'une meilleure prise en charge scolaire. Colonel Ousmane Diallo. La préfecture de Macenta est l'une des localités du pays qui a connu des pertes énormes en vie humaine du fait de la maladie à virus Ebola. 502 décès ont été enregistrés ici. Avec la fin de cette maladie dans le pays, l'heure est à la relance des activités. L'opération de relèvement multisectoriel post-Ebola enclenchée va permettre de soutenir les ménages affectés par l'épidémie et renforcer les moyens de prévention afin d'éviter une résurgence de la maladie. Quand Ebola a commencé ici, on a dû fermer les écoles par exemple. Dans toutes les préfectures où Ebola est passé, une grande majorité des familles a perdu au moins quelqu'un. Donc ça crée beaucoup de problèmes, y compris la stigmatisation, mais aussi l'affaiblissement du revenu des individus. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour les accompagner après que l'épidémie soit finie? Durant 22 mois, des agents déployés par Plan International Guinée vont parcourir les localités de Macenta et de Guékédou pour encourager les pratiques d'assainissement dans les villes et dans les zones les plus reculées. Le milieu scolaire est particulièrement concerné. 7200 élèves doivent être touchés par cette campagne de sensibilisation. Il y a 36 écoles dans les 15 collectivités qui abritent ces écoles dans lesquelles nous allons travailler parce que nous voulons cette fois-ci impliquer des enseignants, des élèves qui sont aussi des messagers. Je crois que si ces élèves
les capacités de ces élèves sont renforcées, y compris les enseignants. Ils sont aussi des messagers pour envoyer les messages dans les familles respectives pour dire que voilà des mesures qu'il faut prendre pour éviter toutes les maladies à potentiel épidémique. L'opération de relance multisectorielle post-Ebola est appuyée financièrement par l'Union européenne. Le coût de l'opération est évalué à près de 3 300 000 € avec l'espoir de relancer les activités génératrices de revenus dans les préfectures de Guékédou et de Macenta. J'ai accueilli ce projet avec beaucoup de satisfaction, mais aussi de réconfort. Satisfaction quand on sait que pendant la période d'Ebola, ces deux préfectures ont enregistré de graves dégâts sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan de l'éducation. Tous les secteurs de la vie ont été affectés négativement par ce virus Ebola. Pour accompagner la mise en œuvre du projet, Plan International Guinée va collaborer avec des organisations locales investies dans la sensibilisation et la mobilisation communautaire. Une visite de terrain à Oré-Bombi dans la préfecture de l'Elouma, l'ambassadeur du Japon et la représentante Antenne Guinée du Programme alimentaire mondial voulaient s'assurer du fonctionnement effectif des cantines scolaires dans la localité. Et vous souviendra que la création de ces cantines a favorisé un accroissement du taux de scolarisation. Ansouman Toumani Kamara. À mi-parcours entre l'Abbé et l'Elouma, la localité de Oré-Bombi est à 45 km. Son école primaire est parmi les 64 établissements couverts par les cantines scolaires dans la préfecture de l'Elouma. Le diplomate japonais est venu faire le constat sur le fonctionnement de ces cantines, des cantines financées à 50% par le pays du soleil levant. Quand on travaille au bureau, on ne voit pas très bien ce que notre contribution est utilisée. Mais si on visite sur le terrain, on peut voir concrètement notre argent. C'est l'argent de contribuables japonais, donc du peuple japonais. L'argent est bien utilisé sous forme de nourriture qui nourrit les enfants. Et ainsi, les enfants peuvent bien apprendre les choses. Donc je suis content que les enfants mangent bien. En Guinée, le PAM appuie plus de 1600 cantines scolaires en apportant des repas chauds aux élèves. Au cours de cette visite, la représentante du PAM a eu des échanges directs avec les parents d'élèves dont la forte implication a produit des résultats satisfaisants. On a pu se déplacer pour la journée, pour voir et pour parler surtout avec les parents, parler avec les élèves. On arrive maintenant vers la fin de la visite, mais on a pu discuter avec les membres de la communauté sur ce projet, voir ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, etc. Cette implication est des fois un petit peu moins forte et je suis impressionnée. La préfecture de l'Elouma compte 191 écoles élémentaires avec plus de 11 000 filles pour un effectif total de 23 000 élèves. Cette parité garçons-filles à l'école est l'un des impacts positifs des cantines scolaires. Aujourd'hui, notre taux de scolarisation est au-delà de 75%. Également, vous avez les inscriptions en première année, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Elouma a une particularité, c'est la scolarisation en grand nombre de jeunes filles. Le taux de parité filles-garçons est très élevé. Rien que pour les examens nationaux de cette année, nous avons plus de filles que de garçons à l'examen d'entrée en 7e année. L'école où nous nous trouvons en ce moment-là, le taux de parité filles-garçons est de 1,38, ce qui est extrêmement important. 1,38, ça veut dire qu'il y a plus de filles que de garçons. Sans compter aussi les abandons scolaires, ça existe encore un peu, mais pour ce qui est de notre préfecture, le constat a prouvé qu'aujourd'hui le taux d'abandon a beaucoup diminué. Avec ces bons résultats, population et autorités locales sollicitent l'extension des cantines scolaires à d'autres localités. À l'Elouma, le taux de couverture en cantine scolaire est seulement de 33,5% depuis son implantation en 2002. Une lettre de politique sectorielle des transports, le projet est sur la table. Il a le soutien de l'Union européenne. Il s'agit de soutenir les secteurs de l'économie liés au transport de façon générale. Je vous propose de suivre ces explications de Fodé Camara et Djamokaba. Faciliter la mobilité des populations par des moyens abordables et sûrs. Tel est le défi de la lettre de politique sectorielle des transports.
Cette démarche, une première en Guinée, bénéficie de l'assistance technique du projet d'appui au secteur des transports financiers par l'Union européenne. En Guinée, en ce moment, 95% des transports sont faits par la route. Ce n'est pas une bonne solution, ce n'est pas une solution écologique et environnementale, mais ce n'est pas une bonne solution économique non plus, parce que c'est très cher d'utiliser uniquement la route. Les chemins de fer sont beaucoup plus économiques, les transports maritimes sont beaucoup plus économiques. Donc l'idée, c'est d'essayer de combiner ces différents modes de transport. Cette politique sectorielle va toucher tous les modes de transport, les routes, chemins de fer et le secteur maritime et aérien. Autre problématique en discussion, les questions de logistique liées au dédouanement et à la réalisation des ports chèques pour décongestionner le terminal de Conakry, mais aussi la réglementation des activités des associations socio-professionnelles des transports. L'État doit assumer son rôle régalien, construire les infrastructures, les entretenir, mais pas dans leur exploitation. Ce n'est pas possible. Donc nous allons aller de plus en plus dans cet objectif. Nous allons de plus en plus forcer l'État à se désengager et de laisser de l'espace pour les privés. C'est vrai qu'on va développer le partenariat public-privé, c'est vrai, mais nous allons beaucoup plus nous appuyer sur les privés pour pouvoir gérer ce secteur. Après la validation de ce document, nos deux départements auront désormais un programme de travail et ça nous permettra aussi de mettre en place un plan d'investissement à moyen terme et à long terme. Une version révisée de la politique sectorielle sera préparée d'ici la fin de ce mois. Elle tiendra compte des remarques des cadres des bureaux de stratégie et de développement des ministères des Transports et des Travaux publics. Réunion annuelle des douanes. La rencontre s'est poursuivie ce jeudi, deuxième jour des travaux, rencontre qui se tient dans un contexte particulier de crise économique post-Ebola. La fin des travaux, c'est pour vendredi. Osiwa Guinée et le Sénafod tirent les leçons de leur partenariat tissé lors de la présidentielle passée. Un atelier d'évaluation vient de prendre fin à Conakry. Plusieurs acteurs de ce scrutin de 2015 y étaient, notamment des cadres de la CENI, de la Haute Autorité de la Communication et de la société civile. Alassane Djogobari. Son appui au processus électoral 2015, Osiwa a soutenu plusieurs partenaires institutionnels et de la société civile dans leurs initiatives d'appui au processus électoral. Ce projet a permis de mettre en relation tous les acteurs locaux de la société civile qui interviennent dans l'observation électorale, le monitoring des médias, entre autres. L'appui de CEWA au processus électoral a consisté à financer et à apporter un appui technique à un certain nombre d'institutions. Nous avons soutenu le CNOSC dans le cadre du dialogue politique, nous avons soutenu Amlogui dans le cadre de la mobilisation citoyenne, le Sénafod dans le cadre de l'observation classique, le LGPAD dans le cadre du monitoring du discours des candidats et Wanet Guinée dans le cadre du monitoring des médias et de la violence. Donc en somme, notre soutien a consisté à fédérer les organisations de la société civile pour qu'ils puissent aller au-delà de l'observation classique, mais qu'ils puissent contribuer à la correction des dysfonctionnements des opérations au jour des élections. Ce soutien à la société civile a permis aussi de mettre en réseau les organisations de la société civile guinéenne qui ont créé un mouvement dénommé Regard Citoyen. Le Regard Citoyen a fait un travail gigantesque dans la mesure où c'est la première fois en République de Guinée que l'ensemble des plateformes qui font de l'observation électorale se retrouvent autour de la table, s'accordent sur des objectifs dans le cadre de l'accompagnement du processus électoral en République de Guinée. Et en termes d'insuffisance, le travail n'est jamais parfait. C'est vrai que nous avons connu des petites insuffisances liées soit à des retards dans le cadre de la mobilisation de ceci ou bien de partage d'informations avec d'autres, mais ce n'est pas des difficultés de nature à compromettre réellement le travail que nous avons eu à faire. Après l'élection présidentielle d'octobre 2015, la société civile et Osiwa se devaient de jeter un regard rétrospectif sur son parcours afin d'améliorer sa méthodologie et projeter des actions pour les futures élections en Guinée.
De présumés trafiquants de faux médicaments interpellés à Conakry, un coup de filet réussi par les services spéciaux antidrogue. Ces présumés charlatans se font passer pour des spécialistes de problèmes cardiaques, sauf que les produits saisis sur eux auraient des méfaits sur la santé publique. Taël Kamara. Des produits pharmaceutiques de tout genre, composés de gobelets magnétiques, de lunettes contre les troubles visuels, de ceintures et appareils de contrôle de tension. Ces matériels sont vendus par la société Total Succed International. Ces produits utilisés dans le traitement des maladies chroniques ne sont soumis à aucun contrôle. Les revendeurs ne disposent d'aucune autorisation de vente en Guinée. Pourtant, plusieurs jeunes commercialisent ces produits dans les bureaux et quartiers de la capitale. Cet Ivoirien, il est arrivé en République de Guinée depuis 2014. Il se réclame naturothérapeute, il est domicilié au quartier Simoya et se réclame de la Confédération des associations des praticiens de la médecine traditionnelle de l'Afrique de l'Ouest. C'est une bande organisée. Bon, il paraît que selon lui, les produits viennent des États-Unis, mais c'est fabriqué en Chine. Ça transite par la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, ça rentre maintenant par voie terrestre jusqu'à Conakry. Ça n'a aucun effet médical. Ça, c'est du caoutchouc fabriqué comme il a dit, qu'il a fabriqué en Chine. Lui-même il a dit non. C'est du caoutchouc fabriqué, on met un rouge à l'intérieur, tout ça là, il n'y a rien de médical. C'est du caoutchouc noir qui est là, caoutchouc rouge qui est là. Et puis on prouve aux Guinéens que ça peut traiter non seulement la tension, mais aussi le diabète. La ceinture là, il paraît que ça peut dégraisser. Alors, il n'y a rien dedans. C'est fabriqué de toutes pièces. Et puis on parachute sur nos machines. Ouvert en Guinée depuis 2014, Total Success International est représenté ici par cet homme originaire d'un pays voisin. Le constat révèle que les produits n'ont aucun effet pharmacologique dans le traitement des maladies. Voici ce gobelet magique qui est utilisé dans le traitement du diabète, de l'hypertension artérielle, même la constipation, chose qui est pratiquement fausse et contraire. C'est grâce au numéro vert que les agents des services spéciaux antidrogue et du crime organisé ont réussi à démanteler cet autre réseau de trafiquants de faux médicaments en Guinée. Et ce communiqué qui nous vient du cabinet de la Première Dame de la République, compte tenu de la situation actuelle et en solidarité avec les familles des 7 soldats tombés sur le champ de bataille au Mali, la Première Dame de la République et présidente de la Fondation Prosmi, Madame Djene Kondé, porte à la connaissance de ses invités et partenaires que le dîner gala initialement prévu le samedi 4 mars est reporté au samedi 7 mai 2016 à 20h30 à l'hôtel Palme Kamayena. Elle présente par la même occasion ses excuses à tous les sponsors, conviés et organisateurs de la dite cérémonie qui avaient bien voulu à travers ce gala manifester leur volonté d'accompagner la fondation dans le cadre de la réalisation d'un hôpital pour enfants. Suite à cette circonstance inattendue, la Première Dame de la République sait compter sur l'indulgence et la bonne compréhension de chacun et de tous, la cellule de communication du cabinet de la Première Dame. Enfin, demain vendredi, une cérémonie funèbre est prévue pour nos 7 soldats tués à Kidal. Les 6 premières dépouilles sont arrivées à Conakry hier. Louis Auguste Leroy rend hommage à ces martyrs et à toute l'armée guinéenne. Suivez. Ils sont 7 soldats guinéens, 7 noms à incruster dans le marbre de l'histoire qui ne s'écrit qu'en lettres majuscules et en or. À l'énoncé de leur nom, nous ferons désormais la révérence en souvenir du sacrifice qu'ils ont fait de leur vie là-bas au Mali, au Nord Mali, à Kidal, pour qu'il soit dit et retenu de la Guinée ce que l'on ne dit qu'à des pays capables de se projeter au-delà des contingences et des conjonctures pour tutoyer les grands horizons des grandes visions. Ils sont 7 soldats guinéens dont il nous revient de faire retentir les noms à la façon de saluer les héros qui ne sont tombés que pour mieux se relever. Oui, désormais martyrs de la nation, sur vos fronts lustrés brillera désormais l'étoile de la plus haute noblesse,
du plus fort éclat. Ils sont 7 soldats guinéens choisis pour leur bravoure, leur courage et leur générosité. Ils sont 7 soldats du contingent des troupes guinéennes qui, précédés du renom gratifiant des troupes d'élite, ont été portés à l'avant-garde de la mission sacrée de redonner au Mali son intégrité territoriale et sa liberté totale. Ils sont 7 soldats à qui le général Namori Traoré venait tout juste de transmettre le message d'exaltation du chef de l'État, les paroles d'encouragement du ministre d'État auprès de la présidence de la République chargé de la défense nationale et les salutations de leurs camarades des différentes casernes de Conakry, de Kindia, de Farana et d'ailleurs. Salut à vous, soldats des aurores et du zénith, soldats des pleines lunes et des matins ensoleillés. Merci d'avoir servi la Guinée comme vous l'avez servi, comme vous l'avez grandi, comme vous l'avez aimé, comme vous l'avez essaimé. La dépouille mortelle du 7e casque bleu guinéen blessé à Kidal au nord Mali suite à l'attaque perpétrée contre le bataillon guinéen de la MINUSMA a regagné ce soir Conakry en provenance du Sénégal. La cérémonie funèbre de nos 7 vaillants soldats morts pour la paix aura lieu demain vendredi 19 février 2016 à 9 h à la base aérienne principale de Conakry. À cette douloureuse occasion, le chef d'état-major des forces armées maliennes est également à Conakry pour prendre part à la cérémonie. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision guinéenne. Bonsoir.